Alors, j'en appelle au bureau éditorial. Hein, à vous deux, vous cumulez plus de 200 ans de journalisme actif. Au moins. Moi, j'avais l'intention de ne pas en parler. Dont 185 pour Martin. Mais réagis, Martin, bon sang, laisse-toi pas faire. Il a dit que t'étais âgé. Ouais, je sais, mais... C'est pas grave. il me semble que ça fait longtemps que je le côtoie dans le métier. Toi aussi, Je suis c'est ça. pas sûr que la répartition est... Non, mais c'est juste que, regarde, là, ça... La porte était ouverte. Il y a une balle rapide en plein quart du monde. J'ai frappé. Et au-delà de vos âges qui sont tout à fait là, dans la... Vous êtes même pas vieux. Vous savez, vous êtes même pas vieux. Mais vous cumulez quand même pas mal d'expérience. Et c'est là que je voulais en venir. Moi, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'avais l'intention de ne pas en parler parce que ça me gêne, les Kings à Québec. Je suis gêné. Je trouve on a l'air d'une bande de petits clins. Et là, en même temps, c'est mon audition. J'aimerais ça être repêché par les nouvelles radios de droite là, à Montréal. Ce gouvernement nous fait passer pour des... Non. Mais... Et alors, j'avais l'intention de ne pas en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je sais très bien que, parce que tous les médias ont envoyé quelqu'un, il y a des articles, il y a ci, il y a ça. Il y en a qui sont plus enthousiastes que d'autres. L'idée, c'est pas de faire un palmarès. Mais en les voyant, je me disais, ouais, est-ce que vraiment fallait... Je pense que oui, là. Mais dans notre cas, mettons, est-ce qu'il faut en parler? Je suis pas sûr. Ben, t'as quand même écrit une chronique là-dessus. Oui, j'ai écrit, mais écoute, j'avais pris un angle, un angle différent, mais... Un angle, c'est-à-dire, tu parlais pas du match ou... Quand il y a des situations inacceptables, des fois, ça prend une goutte d'eau. Tu sais, l'expression, c'est quoi? C'est la goutte qui fait déborder le vase? La goutte qui fait déborder le vase, la goutte qui met le feu aux poudres pour faire utiliser un péronisme. C'est ça, ça prend des fois un déclic. Un petit ajout qui fait que les vannes s'ouvrent. Et ça, je pense que c'en était cette situation-là. Parce que ça fasse même, ça n'avait aucun bon sens de donner 5 à 7 millions de dollars à une équipe de la Ligue nationale pour venir... S'entraîner à Québec, alors qu'il n'y a aucune retombée économique qui va découler de ça. Ça a été décrié beaucoup l'année dernière, et puis là, ils sont à Québec et ça revient dans l'actualité. Puis c'est ça, moi, j'espère que cet événement-là, c'est là-dessus que j'ai chroniqué, va au moins servir à lancer une réflexion au Québec. On a la subvention facile. Aussitôt que quelqu'un arrive avec une organisation professionnelle, arrive pour présenter quelque chose, on lance des subventions, puis je pense qu'il faudrait qu'on regarde à qui on donne l'argent. Quand c'est une organisation qui est milliardaire et dont la valeur s'apprécie de façon importante à chaque année, qui dégage des profits monstres, on ne devrait pas aider ces événements-là. Puis on devrait... On lance toujours des chiffres de retombées économiques pour justifier ça. Alors que la plupart du temps, ce ne sont pas des études sérieuses, ce sont des études qui sont commandées par les promoteurs. Et bizarrement, ça va dans le sens de ce que les promoteurs... Ben oui, c'est toujours une manne incroyable. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus et dire, au lieu d'aider les gens qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas besoin de cet argent-là, est-ce qu'on ne devrait pas aider nos promoteurs québécois qui essaient d'amener des événements qui vont revenir à chaque année puis qu'on va développer, qui vont partir à petite échelle? C'est tous les événements qui sont gros, là. Ils ont été petits à un moment donné quand ils ont commencé. Ils n'ont pas commencé avec une visibilité internationale, mondiale, puis des droits de télévision. Puis là, ces promoteurs-là, quand ils essaient de lancer quelque chose, ils se font mettre des bâtons dans les roues parce que là, tu n'as pas envoyé le formulaire, puis là, il faut que c'est... des règlements. Des démarches, des règlements, là, de la procédure. Puis là, c'est toujours des aides ponctuelles. On donne une année, mais là, on ne sait pas l'année prochaine. Ces gens-là ne sont pas capables de développer leurs événements. Nos athlètes ont de la misère, nos infrastructures sont désuètes. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas penser à nous-mêmes, à développer notre culture sportive à nous, au lieu d'aider des organisations professionnelles? C'était un peu ça ma réflexion, mais c'était... Mais cet exemple-là est pire que... Cet exemple-là, c'est clairement quelqu'un... Quelqu'un qui a parlé au ministre, qui a dit, écoute, ils vont venir, on donne donc 5-7 millions. Il n'y a pas de problème. Aucune justification.
Alors, mais dans ta chronique, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu donnais à propos du tournoi de Québec, tu sais, qui attire 200 000 personnes? 200 000 personnes. 200 000 personnes. C'est ça, il y a des véritables retombées. Il y a des gens de l'extérieur qui ne viendraient pas à Québec, là. Non, qui sont là pour ça. Exactement. Puis dans la culture du hockey, c'est un tournoi charnière. Tu sais, le nombre de joueurs de la Ligue nationale qui ont participé à ce tournoi-là, c'est comme le tournoi Brick dans l'Ouest canadien. C'est des tournois qui sont phares dans le hockey mineur. C'est comme le tournoi des petites ligues au baseball. C'est reconnu dans le milieu du hockey, c'est reconnu comme ça. Alors, tu sais, c'est le genre d'événement que tu dois bien encadrer, que tu dois soutenir pour pouvoir assurer leur pérennité. Maintenant, dans le cas des Kings... Et eux ont 250 000 $. Ils génèrent 23 000 nuitées d'hôtel à Québec, le tournoi. Ça, c'est un bon investissement. Ça. 250 000 $. Et tu lances des 5, 7, 9 millions à d'autres événements pour... Puis la motivation de départ du ministre Girard dans l'histoire des Kings de Los Angeles, c'était de pouvoir faire une démonstration que la Ville de Québec était prête pour accueillir de nouveau une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je trouve que c'est complètement farfelu de prétendre que parce que tu réussis à remplir le centre Vidéotron... C'est pas avéré, soit dit en passant. Ben, en tout cas, de la manière dont vont les choses, le deuxième match face aux Panthers de la Floride est en danger. On enregistre cette balado vendredi matin, puis à mon réveil, je suis allé voir, puis c'était encore possible d'acheter 6 billets ensemble. Alors, donc, c'est... Ce qu'on fera pas, là, mais c'est possible. Non, mais il y a quand même... Bref, il y a une certaine vulnérabilité au niveau de la salle comble, disons, pour le deuxième match. C'était même pas comble pour le match contre les Bruins, où on honorait le fils prodigue Patrice Bergeron. Alors, imaginez. Là, alors, si ton objectif... Puis en partant, prenons la balle au bon. Si tu veux faire la démonstration que Québec est une ville qui est prête à accueillir de nouveau la Ligue nationale, puis que même pour un événement de cet ordre-là, tu remplis pas le centre Vidéotron, quel message ça envoie finalement? Tu craches en l'air, puis ça te retombe dessus. Puis on a eu pendant 4 ans les Blue Jays de Toronto qui sont venus jouer à Montréal des matchs hors concours, puis à chaque fois, ça drainait environ 35 000 personnes. Puis encore là, il y a eu le commentaire qui disait, ben voyez bien, c'est la démonstration que le baseball n'est pas mort à Montréal, puis mais il n'y a rien de tangible. L'un n'a pas mené à l'autre parce qu'il n'y a pas de corrélation. C'est ce que ça te prend un propriétaire qui va avoir les reins assez solides puis qui peut vendre le projet. Puis c'est pas l'événement, un événement épisodique qui va vraiment peser très, très lourd dans la balance. Puis en plus, non seulement il y a toute la question de dire cet argent-là aurait pu servir ailleurs, pas nécessairement la démagogie de dire pendant que nos hôpitaux sont pleins, etc., mais ne serait-ce que investir dans le sport ou dans l'événementiel. Non seulement il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que si on écoute en ce moment le message qui est envoyé par la Ligue nationale de hockey, c'est qu'ils disent si on procède à une expansion à un certain moment donné, on a identifié qu'il y a plusieurs marchés américains où on n'est pas présent, on est la Ligue professionnelle qui est présente dans le moins de marchés américains. Le message qui est envoyé, c'est que bien avant Québec, il va y avoir Houston, il va y avoir de nouveau Atlanta, il va y avoir de nouveau l'Arizona, et il va peut-être y avoir Cincinnati, Kansas City. Écoute, même l'Oklahoma a cogné à la porte de la Ligue nationale pour dire, nous autres, ça nous intéresserait. Fait que, quel est dans le rang des priorités de la Ligue nationale, où se situe Québec? Très, très loin et certainement pas en tête de liste. Alors, est-ce que ça vaut la peine à ce moment-ci de faire un genre de démonstration pour dire, vous voyez, on aime le hockey. On le sait que le monde aime le hockey à Québec. Voilà. Tu parlais du baseball et de Montréal. Quand les Expos sont partis, il n'y avait plus un show au stade. Quand les Nordiques sont partis, il n'y a personne qui doute qui douterait de la passion pour le hockey des gens de la Ville de Québec. Tu n'as pas besoin de rien pour... L'équipe de hockey junior la plus suivie au Canada est à Québec. Là. Ouais. Non, il y a quelque chose d'absolument triste. Je disais, je suis gêné, puis c'est ça. C'est un peu comme... ce gouvernement-là s'entête à essayer de séduire une contrepartie qui n'est pas intéressée, qui est clairement pas intéressée, qui envoie plein d'indices. Le premier ministre Legault avait dit on espère que Gary Bettman va être là. Non seulement il n'est pas là, mais est-ce que vous avez pas... Qu'est-ce qu'il serait venu faire? Dire, non. Je veux dire, évidemment qu'il n'est pas là. Et dans un contexte où, de toute façon, c'est pas le gouvernement qui va ramener une équipe les Nordiques. Là. C'est comme tu dis, ça va prendre... C'est de l'industrie privée. Ça va... Alors, c'est ça. Puis je dirais une dernière chose, c'est que de temps en temps, des gouvernements peuvent décider de la même manière que des individus le font ou encore des compagnies
de dépenser de l'argent pour des dépenses qui sont des dépenses de prestige. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait volontairement qu'il n'y aura pas nécessairement de retombées, mais on le fait parce qu'on veut se donner fière allure. Puis je pense que l'investissement qui est fait dans le Grand Prix du Canada va un peu en ce sens-là. C'est de dire on donne un statut, un cachet international à Montréal. Puis ça peut être donné à Québec ou à n'importe quelle autre ville, peu importe. À un moment donné, il y a des... Une carte postale, une notion de faire de cet endroit-là d'une publicité, dans le fond. Exactement. Mais est-ce que dans ce cas-ci, ça allait chercher... Ça jouait dans ce terreau-là? Je pense pas. On serait bon... dans la radio parlée de droite. Hein? Le trio. Le trio! Ça pourrait s'appeler tellement Redneck. Toi, tu jouerais à l'aile droite. Toi, tu jouerais à l'aile droite. Lui, c'est notre joueur de centre. Puis moi, je vais rester à gauche. Les pourfendeurs de gouvernement. OK. Aujourd'hui, où est ce camp? Où est ce camp? Un genou résilient. Et la saison commence aujourd'hui. Hein? C'est tellement hockey, épisode 342. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je suis content de vous retrouver. Puis, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Marc-Antoine. On s'est ennuyé de Marc-Antoine. Voilà. J'espère au moins que vous avez dit ça d'Alex mardi. Non. Parce que lui, ça faisait longtemps. Ah non, hein? Non. Ben écoute, une semaine sans vous voir, c'est long, messieurs. C'est ça. Marc-Antoine Godin, il est affecté aux affaires du hockey et de la LNH. Ces choses-là. Salut, Marc-Antoine. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce camp? Il est où, ce camp? Est-ce qu'il y a un camp? Le camp est à Tremblant. Au moment où on se parle, le camp est à Tremblant. Mais je pense que c'est le titre de la dernière livraison texte de notre ami Gascon. Quel drôle de camp. Il y a eu... Qu'est-ce qu'on a vu? Je pense qu'on a vu... C'est une entrée en matière pas facile. D'abord, il y avait beaucoup d'emballement autour du fait que la compétition en défense allait être féroce. On n'a pas vu ça. On l'a pas tellement vu pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, je crois que la blessure à Caden Gooley a fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes défenseurs qui ont eu des auditions répétées. Puis des fois, les batailles au camp, c'est pas seulement qui joue bien, qui joue pas bien, c'est à un moment donné, étant donné que les matchs sont limités, c'est à qui l'entraîneur décide de donner un essai puis qui décide de ne pas faire jouer. Alors là, il y a tout le monde qui a eu quand même passablement le millage. Adam Engstrom en est un, par exemple. Il est destiné à aller jouer avec le Rocket de Laval, mais le Canadien est content de son camp. Il trouve que Engstrom fait de bien belles choses en possession de la rondelle. En fait, Kent avait l'air content de pas mal de tout le monde quand on l'a rencontré. Exact. Puis, il y a moins de congestion aussi que ce dont on parlait au printemps dernier, parce que Jordan Harris n'est plus là, parce que Jonathan Kovacevic n'est plus là. Donc, c'est ça, on ajoute la blessure, l'absence de Gooley. Ça fait en sorte que tout le monde a eu des chances de se faire valoir. Mm-hmm. Et là, il s'agit de voir, est-ce qu'il va y avoir 7 défenseurs qui vont être dans l'alignement ou dans la formation, ou il va y en avoir 8. Je pense que on travaille, ça joue dans les marges, là. Lors d'un épisode précédent, je vous disais qu'à mon sens, si on voulait garder seulement 7 défenseurs, ça pouvait jouer entre Logan Mailloux et Arbor Xhekaj. Je maintiens cette position-là, mais il y a des chances que ce soit... Je fais une parenthèse tout de suite. Xhekaj n'a pas besoin de passer par le ballottage? Pour l'instant, non. Non. Ça va arriver en courant de saison. Alors, pour l'instant, je pense qu'il y a une question de match joué qui n'a pas encore atteint. Okay. Alors, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu énormément de surprises. Hudson, tout le monde l'attendait. Il a été à la hauteur. Ouais. Ryan Backer s'est un petit peu effacé de lui-même d'une part. Bon, puis même avant on le voit plus. Même avant sa blessure, je pense que son jeu le destinait aussi au Rocket de Laval. Fait qu'il y a comme eu une attrition naturelle qui s'est faite. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir autant de décisions déchirantes qui sont faites. T'sais. Puis alors, bref, puis c'était déjà à peu près réglé à l'avant. La blessure de Patrick Laine ouvre un poste. Cela dit, vous avez rencontré Kent Hughes, puis on y reviendra tout à l'heure, mais paradoxalement, à ce qu'on vient de dire, il va quand même y avoir 2 joueurs. Dans le cas d'Hudson, peut-être qu'on l'attendait, mais dans le cas de Kapanen, je pense pas. Il va quand même y avoir 2 nouveaux joueurs dans cet alignement-là.
qui... surtout pour ce qui est de Kapanen à l'attaque, là, on disait c'est scellé, là, il y a suffisamment d'attaquants. Donc, il y a comme un paradoxe entre, il me semble, un camp où est-ce qu'il ne s'est rien passé, mais qu'au bout du compte, il va y avoir une infusion de 109. Oui. Moi, je pense qu'il va en avoir 3 nouveaux joueurs. Mais je pense que ce serait l'option la plus facile pour le Canadien, ce serait de garder 8 défenseurs et d'y aller avec 13 attaquants. En tout cas, on verra ce qu'ils vont décider. Mais Kapanen, ce qui est intéressant, c'est qu'il est arrivé un peu de nulle part. Là. Martin Saint-Louis, lui-même... Combien de fois il a dit? A lui-même dit, écoutez, je ne savais pas qui était ce gars-là. Et qu'un gars réussisse à faire une impression comme celle-là et que dès le lendemain, dès les jours suivants, la blessure de l'aîné, on le place, lui, comme ailier droit, alors que c'est un joueur de centre qui n'a pas joué à cette position-là depuis longtemps. Ça montre à quel point il a suscité de l'enthousiasme auprès des dirigeants de l'équipe. Et je pense que Marc-Antoine est de mon avis. Quand on a rencontré Kent Hughes, il s'est enflammé quand il parlait de Kapanen. Là, il trouvait que c'était un joueur qui a beaucoup de détails dans son jeu, qui a des bonnes habiletés, qui se comportait bien. Il l'a encensé vraiment beaucoup sans que ce soit vraiment sollicité. C'était pas des questions, des passes sur la palette, là, ça venait de lui. Alors, c'est intéressant. Puis c'est un gars qui a un bon physique. Le Canadien, on a souvent reproché d'ajouter souvent des petits joueurs. Donc, un gars avec un bon gabarit, des habiletés, qui a une expérience professionnelle. C'est un boni. Il coche plusieurs cases. C'est ça. Et il est capable de jouer en avantage, en désavantage numérique. Il est polyvalent. Alors ça, c'est un boni. Si on regarde les aspects positifs de ce camp-là, ça, c'est un boni. Moi, je trouve que la tenue défensive de l'équipe, c'est un boni dans ce camp-là. Ouais. Ils ont bien fait à 5 contre 5 de façon générale. Ils ont accordé juste 8 buts depuis le début du camp en 5 matchs. C'est le plus bas total dans la Ligue nationale, ou le deuxième plus bas, si ma mémoire est bonne. Ils n'ont pas joué contre des équipes de premier plan tout le temps, mais les autres équipes non plus n'ont pas joué contre des équipes de premier plan. Ils ont joué contre une grosse équipe des Leafs, notamment. Oui, et des Sénateurs lors du dernier match au Centre Bell. Et les Sénateurs ont obtenu leur première chance de marquer dans la 23e ou 24e minute. Alors ça, c'est positif parce que le slogan du tournoi de golf, c'était « On veut être dans le portrait ». Moi, je ne veux pas utiliser le mix. J'aime pas ça. On veut être dans le portrait jusqu'à... Sais-tu que tout ce temps-là, il y avait une meilleure expression? Merci, Martin. Il était temps. Ce sera l'expression officielle de Tellement Hockey. Alors, bon, parfait. J'en suis fort aise. Alors, ils veulent être dans le portrait le plus longtemps possible, jouer des matchs significatifs. Alors, c'est juste des mathématiques. Il faut que tu accordes une trentaine de buts de moins, 30 à 35 buts de moins. Il faut que tu en marques 30 à 35 de plus. C'est un transfert. C'est un transfert de 70 buts. Là. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais si tu joues mieux défensivement, alors tu te donnes une chance de corriger de ce côté-là. Et Montembeault, j'ai trouvé solide, assuré devant son filet. Il a connu un très bon camp. Il avait l'air d'un gars qui affichait une forme là, du mois de novembre là, qui était vraiment bien parti. Alors ça va bien. Du côté de l'attaque, par contre, j'ai trouvé ça inquiétant, particulièrement la performance de l'avantage numérique. Puis là, les gens ont dit « c'est le camp d'entraînement, arrêtez de parler de l'avantage numérique. » Non, c'est parce que là, on revient à l'équation de tantôt, il faut marquer plus de buts aussi, si on veut être dans le portrait. Puis il y a une corrélation directe entre la performance de ton avantage numérique puis ta position au classement. Puis regardez, année après année, dans les 16 meilleurs avantages numériques de la Ligue nationale, tu as à peu près 12-13 équipes qui se qualifient pour les séries. Là. Alors, et c'est pas nécessairement vrai pour le désavantage numérique. Tu peux avoir 8 équipes non qualifiées en série qui ont des bons désavantages numériques. Alors, c'est important et ce sont les meilleurs joueurs de l'équipe qui jouent sur cette unité-là. C'est le noyau. Et ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils jouent ensemble. Alors, il n'y a pas vraiment d'excuse que ça soit que ça soit mauvais comme ça contre des alignements de la Ligue américaine au camp d'entraînement. Et ça, il va falloir qu'on trouve une réponse. Parce que quoi, c'est genre aucun but en avantage numérique en match préparatoire? Il me semble que c'est... Oui, jusqu'à maintenant, effectivement. Donc, c'est facile à retenir, ça. C'est zéro but. Mais je voulais juste faire l'argument, Martin. Il y a eu beaucoup d'unités en avantage numérique déployées par le Canadien qui n'en étaient pas, là. Parce que, justement, il y avait souvent des jeunes joueurs, il manquait un tel, il manquait un tel. Moi, quand je parle d'avantage numérique, là, je parle des soirs où on avait Matheson, Caulfield, Slafkovsky, Suzuki.
eux ont eu de la misère. Ils n'ont C'est pas ça eu plus que les autres. Si c'est des bonbons mélangés qu'on envoie sur la patinoire, tu t'inquiètes pas de ça. Tu dis ils vont pas jouer durant la saison, mais quand eux étaient sur la patinoire, Ça n'a rien donné. ils n'ont pas eu de succès. Non, ça a agacé Martin Saint-Louis. Oui. Récemment, il a dit je vais parler dans le casse à l'entraîneur responsable de l'avantage numérique. Ah, c'est drôle. Ça. Parlant de lui-même. Alors, ouais, non, mais c'est. Il va le prendre au palais. Ça va brasser dans le bureau. Ouais. Mais non, c'est sûr que ça, c'est un petit bout qui est inquiétant. En même temps, c'est les unités spéciales écopent toujours durant les camps d'entraînement. Faudrait vraiment qu'il y ait un nombre réduit de matchs et que tu aies ton équipe toute faite rapidement pour dire OK, on se concentre dans les entraînements sur les unités spéciales. Ils ne l'ont pas fait avant que l'équipe quitte pour Tremblant. T'sais. Alors, ce ne sera pas une machine bien huilée. Il y a aussi le fait que je pense que l'arrivée de Patrick Laine leur donnait envie ou laissait miroiter la possibilité d'avoir 2 unités efficaces et de créer une compétition. Non seulement tu équilibrerais les forces en envoyant des bons joueurs sur les 2 unités, mais tu créerais une compétition à l'interne où finalement la meilleure unité, l'unité la plus efficace deviendrait ta première unité. La blessure à Laine fait en sorte qu'à mon sens, ils vont manquer d'effectifs pour créer une 2e unité en ce sens-là. Mais avant de penser à 2 unités, il faut que tu en crées au moins une qui est efficace. Là, puis c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est ça. J'ai trouvé intéressante. On a questionné Kent Hughes là-dessus quand on l'a vu. Puis il disait il y a des équipes qui ont une très bonne unité, mais c'est pas toutes les équipes qui ont des McDavid puis des Draisaitl sur leur unité d'avantage numérique. Et lui optait plus pour une approche à la Bruins de Boston, dire on fait 2 bonnes unités. Il y avait Krejci sur une, il y avait Patrice Bergeron sur l'autre, puis on aimerait ça y aller comme ça. S'ils persistent dans ce sens-là, ce qui va devenir l'attrait, en tout cas, si on leur donne du temps de jeu équivalent aux 2 unités, j'ai hâte de voir à la fin des émissions si c'est celle pilotée par Hudson ou si c'est celle pilotée par Matheson qui va prendre le dessus sur l'autre. Ça, c'est une trame narrative là, qui se dessine. Elle est déjà la prémisse de ça est déjà dans l'air. Est-ce qu'ils ont assez de joueurs pour faire 2... Parce que, il me semble, on en parlait quand on quittait mardi dernier, donc hors de l'enregistrement. Mais moi, je remarque que les dernières années, il y avait juste... C'est-à-dire, la première vague était là longtemps. Là. Il y avait, pour la 2e vague, généralement, il restait 20 secondes. Ouais. Donc, si on veut avoir 2 vagues, déjà, il va falloir régler ça, soit les alterner à savoir qui commence. C'est une soirée, tel joueur semble être dans une meilleure soirée, c'est eux qu'on envoie. C'est vraiment un A, un B plus que 1 et 2. Et il faudra aussi, là, si on veut que tout le monde soit heureux, mieux partager. Je comprends que des fois, tu peux pas. Là, des fois, c'est pas... Tu es en contrôle de la rondelle dans zone. Après une minute, tu vas pas faire « Bon, c'est au tour des autres ». Mais ça va prendre un peu plus de discipline à ce niveau-là si on veut que ça fonctionne. Mais pensez-vous que malgré l'absence de Laine, parce que justement, tu as Hudson et Matheson, il y a moyen de construire 2 unités? Non, je pense pas. Non, mais et je crois que Matheson va commencer sur la première unité, puis on va laisser Hudson prendre ses aises. Puis à un moment donné, si les problèmes se confirment sur l'attaque à 5, si on identifie que la pointe est une des origines de ce problème-là, ce qui n'était pas nécessairement le cas l'année dernière. Tu regardes, Matheson a été le 2e chez le Canadien pour le nombre de points en supériorité numérique la saison dernière, et c'est quand même assez bien défendu. Mais si on a besoin à un moment donné d'injecter du sang neuf, Hudson sera là. Mais je regarde les autres, tu regardes le reste de l'effectif, là, que ce soit Alex Newhook, peut-être Joshua Roy. Des gars comme Anderson et Gallagher, ce qui est problématique, c'est que tu dis, ouais, mais normalement, ce seraient des gars de 2e vague, mais tout au long de leur carrière, ils ont fait la démonstration que ce n'étaient pas des joueurs d'avantage numérique. Mais étant donné qu'ils ne jouent pas en infériorité, du moins Anderson pour l'instant, ça pourrait changer. Là. Tu veux trouver des rôles à tout le monde. Fait que peut-être qu'ils vont se tourner quand même vers Gallagher ou Anderson en supériorité. Si jamais ils réussissent à trouver une place à Emil Heinemann dans la formation, c'est un gars qui a un bon lancer. Lui, ça pourrait être intéressant, que ce soit au centre de l'enclave ou encore au cercle droit. Mais, à mon sens, il manque Laine. Là. Si tu avais une 2e vague qui est centrée autour de Hudson et Laine, il y a moyen de construire quelque chose. Bon, ben peut-être en janvier. Ben oui. Qui sait? Ça va prendre combien de temps avant que Hudson prenne la place de Matheson? À peu près 15 minutes.
Non, je fais une blague. Une période. Non, mais je trouve... je trouve que c'est une drôle de situation parce que... Écoute, Hudson est extrêmement talentueux. Il est jeune, mais il a fait ça toute sa vie, alimenter les avantages numériques. C'est comme une seconde nature pour lui. C'est acquis. Alors que dans le cas de Matheson, j'ai l'impression que c'est plus appris. Ouais. C'est plus En le tout cas, niveau, à la limite. Depuis qu'il est dans la Ligue nationale, là, c'est plus appris au cours des... Parce que dans les rangs mineurs, il était quand même bon offensivement. Alors, c'est deux gars qui sont... T'as un gars expérimenté qui a comme peaufiné ça au cours des 2 dernières années de sa carrière, à qui on a donné des chances, beaucoup de temps de jeu, un des joueurs les plus utilisés de la Ligue en avantage numérique parmi les défenseurs. Puis t'en as un autre qui a fait ça tout le temps. C'est une expérience sportive intéressante, je trouve, de voir combien de temps ça va prendre. Est-ce qu'il va y avoir une compétition entre les deux? Mais je suis porté à croire que le petit virtuose... va trouver ses repères à un moment donné parce qu'il a toujours fait ça. Oh oui. À un moment donné, il va finir par avoir le dessus, mais je pense qu'ils vont, avant que ça se produise, j'ai l'impression qu'ils vont donner une chance à cette première unité-là qu'elle fonctionne. Puis, après 8 ou 10 matchs, s'ils voient que ça va nulle part, puis que l'autre, dans les 35 secondes qui lui sont données à la fin de l'avantage numérique, il arrive à, pardonnez-moi l'expression, mais à faire buzzer sa deuxième unité, peut-être qu'ils vont être tentés d'inverser les choses. Puis il y a une question de respect envers un vétéran aussi, là, qui vient de faire une saison d'une 31 points en avantage numérique ou quelque chose du genre. 28. Il faut que tu respectes ça aussi. Là. C'est juste normal. I saw a couple. But got some good opinions, but at the end of the day, it was my call to make whatever we want to do, but they, the team and everybody else gave me all the help with that, and at the end of the day, just decided not to do surgery and just do rehab and let it heal, and yeah. So your call was your call. Huh? It was your call not to do surgery. Yeah, I mean it's my knee after all, so it was just one of those. You could go either way, but so yeah. Alors, c'était Patrick Laine sur le processus et l'état de son genou, où il dit en substance qu'il a sollicité quelques opinions, qu'il a eu beaucoup de support de l'équipe et qu'en bout de ligne, il a choisi de ne pas se faire opérer. Ce à quoi vous avez peut-être reconnu le collègue Gascon qui lui dit donc que c'était ta décision. Et Laine dit « C'est mon genou, après tout. » Absolument. C'est toujours la décision de l'athlète. S'il y a 2 options qui sont présentées... en disant il y a une possibilité de guérir sans se faire opérer, puis on peut t'opérer. C'est mon genou. C'est son corps. C'est l'athlète. C'est son gagne-pain. C'est lui qui décide. Là. Oui. Donc, moi, j'ai été surpris. Je t'assure que ça regardait plus mal. Tout le monde, c'est consensuel. Je pense que tout le monde pensait que ce serait pire. Même Kent Hughes, c'est le premier. Quand vous l'avez vu, oui. Il nous a dit, quand on l'a vu sur la glace, puis après, les premiers examens laissaient croire le pire, que finalement, sa saison serait probablement terminée. Effectivement, il a consulté 2 autres avis médicaux, 2 autres opinions médicales qui sont allées en le sens donc d'une récupération qui ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale. Je ne sais pas si, en fin de compte, ça pose un élément de risque supplémentaire à son retour au jeu. Sans doute. Mais je pense qu'ils vont prendre leur temps. Tu sais, c'est de 2 à 3 mois. Là. J'aurais tendance à aller plus vers le 3 mois que vers le 2 mois. De toute façon, il n'y a pas d'urgence à vouloir le ramener le plus rapidement possible. Le Canadien n'est pas dans une situation où il a absolument besoin d'avoir Laine dans sa formation au plus vite parce qu'il y a un objectif XYZ qui doit être accompli cette année. Fait que je pense qu'ils vont y aller avec prudence, mais c'est quand même une bonne affaire de savoir qu'ils vont pouvoir compter sur lui en deuxième moitié de saison. Donc, il y a plus d'incertitude. Est-ce que c'est ça que je comprends? On s'entend, là... Le Canadien n'a pas consulté, et les Laine n'ont pas consulté quelqu'un au coin de la rue. Là. Ils ont été voir 3 orthopédistes de renom. Qui ont une très bonne de renom, qui ont une bonne réputation, qui ont du métier. Non, mais mon Kiro... Et à partir du moment, tu en as un qui dit il faut t'opérer, tu en as un autre qui dit non, c'est possible d'y aller. Qui est bien placé pour juger lequel a véritablement raison. Et peut-être que les 2, dans un sens, ont raison, mais ça veut dire que c'est quand même une blessure sérieuse. Alors, il ne faudrait pas s'étonner. On souhaite que non, mais que dans 2 mois ou 3 mois,
on ne soit pas rendu. Exact. On a déjà vu à Montréal, on a un bon historique à Montréal en matière de genoux qu'on croyait guéri. Ce genou qui je guérira jamais. revois encore Carey Price qui s'entraînait pour le courte piste à patiner à Brossard. Et Markov aussi a eu des problèmes. Est-ce que c'est pas une science exacte, là. Non, puis je ne veux pas épiloguer là-dessus ad vitam aeternam, mais est-ce que ça se pourrait que l'année ait pris cette décision-là parce que l'idée de ne pas jouer de l'année, ça ne l'intéressait pas? Tu demandes à n'importe quel athlète, tu as une chance de jouer versus une chance de ne pas jouer, il va aller sur... Je vais prendre la chance de jouer. Oui. C'est ça. Okay. Parce que, écoute, sinon, c'est 18 matchs joués en l'espace de 2 ans. C'est ça. C'est très peu. À un moment où il est rendu au milieu de sa carrière, il voulait relancer sa carrière à Montréal aussi. Il a passé par le programme de soutien d'aide, le programme d'aide aux joueurs. Il s'est remis d'une blessure l'année dernière également. Puis les choses se sont mal terminées à Columbus. Pour lui, c'est un nouveau départ. Fait que tu veux pouvoir profiter de ce momentum-là. Puis, évidemment, il s'est fait couper l'herbe sous le pied. Mais s'il a l'occasion de pouvoir jouer à tout le moins une demi-saison, je le comprends tout à fait de saisir cette option-là. Puis il dit, de toute façon, il y a toujours un risque. Qu'il se fasse opérer ou qu'il décide de guérir par lui-même, le risque va toujours être là. Et est-ce que c'est ça qui a mis Kent de bonne humeur ou c'était de vos bouilles sympathiques? Je pense que c'était de nous retrouver. Tout ça. Là, ça peut juste être une bonne journée quand tu as rendez-vous avec Martin et Marc-Antoine et que ton attaquant étoile que tu viens d'embaucher, finalement, son absence risque d'être moins longue. Ça peut juste être une bonne journée. Ben oui. Tu te lèves tous les vendredis matin en disant en sifflant. C'est aujourd'hui que je retrouve Marc-Antoine puis Martin aussi. C'est comme lui. Pour aller au bureau. Mais non, mais c'est sûr que c'est un soulagement, mais il a pris le soin quand même, Hughes, de dire, nous, de notre côté, par exemple, on avait des projets pour lui. Là. Puis on avait une idée de la façon dont on voulait l'utiliser, l'insérer dans notre équipe. Puis on ne peut pas le faire d'entrée de jeu. Puis c'est une blessure qui a lieu en tout début de saison, comme Kirby Dach l'année dernière. Fait que de ce point de vue-là, c'est pas non plus un jardin de roses. Là. C'est de 2 à 3 mois, c'est pas non plus une absence au jour le jour. Là. Il doit être tanné, d'ailleurs, Kent, de perdre un gros morceau avant que la saison commence à chaque année. Est-ce qu'il s'était penché là-dessus? Je pense que ça va faire en sorte que la séquence va se continuer. Je pense pas que Martin Saint-Louis, depuis son arrivée derrière le banc, ait dirigé une formation complète une fois. Ce qui n'est pas une mince affaire. C'est toujours une longue période. Ouais, là, ça commence, c'est ça. Il n'y a pas d'arrivée. C'est vrai. Je pense que Saint-Louis, c'est déjà genre l'entraîneur qui est le 10e avec le plus de longévité dans la Ligue. 6e. Ah oui, pour vrai, c'est ça. Ça va vite, là, mais reste que tout ça pour dire qu'il vient pas d'arriver. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que dès qu'il a pris la pôle, il y avait déjà des joueurs qui étaient blessés pour le reste de la saison, puis ça s'est poursuivi. Ça a été l'enfer. Les 2 matchs de Kirby Dach, est-ce que tout le monde était là? Il devait manquer Dvorak ou quelqu'un du genre. Dvorak n'était pas là. Quelqu'un du genre. Effectivement. Bon, sinon, qu'est-ce que vous retenez de cette conversation? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on l'a lu, tu as écrit là-dessus, Marc-Antoine. Il y a été question de Kapanen, on l'a mentionné tout à l'heure. Là. Lui-même en a parlé avec enthousiasme sans que vous ayez à lui tirer les verres du nez. Oui. Écoute, à part ça, je te dirais que... On a pas mal parlé des défenseurs. Oui. Je crois que Logan Mailloux, c'est pas exclu qu'il commence la saison à Montréal, même si... De l'avis de plusieurs, il y a eu un camp d'entraînement un petit peu mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est ça. Il n'a certainement pas été exubérant là, dans sa façon, entre autres, de mettre en valeur ses qualités offensives comme sa grosse shot. Oui, c'est ça. Kent avait quand même il y avait une explication là-dessus. Ouais. Hein. Je trouvais pas ça déraisonnable. Mailloux, ce qui fait de lui un jeune espoir intéressant, c'est qu'il y a vraiment un coffre à outils qui est bien garni. C'est un gars qui est capable de transporter la rondelle, qui est capable de distribuer la rondelle, normalement, quand il joue, la rondelle tourne beaucoup autour de lui. Il y a un tir de très haute qualité et il s'est concentré plus dans ce camp-là à jouer défensivement, à montrer qu'il pouvait exceller défensivement. Est-ce qu'on le lui a demandé? Je ne sais pas, mais Ken disait... il s'est concentré à exceller défensivement, puis on s'attend à ce qu'il prenne des croûtes qui développent ou qui montrent les autres aspects de son jeu au fur et à mesure où les choses vont aller.
Et je trouve ça intéressant dans la perspective où si tu diriges une équipe de la Ligue nationale dont ton premier défenseur à droite, Goulet, est gaucher, est supposé jouer à gauche, joue là un peu par défaut, et que le deuxième défenseur droitier, Savard, est en fin de contrat, il sera peut-être plus là à la fin de la saison. Et que ce gars-là est un de tes bons espoirs, Mailloux, le droitier. Tu veux voir, écoute, à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir le laisser dans la jungle et jouer contre les meilleurs à droite? Applique-toi défensivement. Montre-nous ce que tu fais si tu t'appliques défensivement. Je trouve pas ça déraisonnable comme position. En tout cas, mais Mailloux, c'est sûr qu'il ne jouait pas de la même façon dans ce camp-là que ce qu'on a vu quand il est venu jouer des matchs à Montréal à la fin de la saison, où il jouait beaucoup plus avec la rondelle. Puis c'est un gars que ça ne l'énerve pas trop commettre un revirement, là, puis d'essayer d'aller rattraper son erreur. Heureusement. Ça ne l'énervait pas assez. Mais c'est les gars qui ont toujours la rondelle, c'est ça. Là. Les gens, souvent, s'indignent quand un revirement est commis, mais regardez la liste des joueurs qui commettent le plus de revirements dans la Ligue nationale de hockey. Ce sont les gars ce sont les défenseurs, souvent, qui ont le plus la rondelle. Là. Ça va de soi. Si tu tentes 50 passes dans un match, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des revirements. En tout cas, alors, ça laisse un peu... Quand on lui a parlé, il avait l'air content de tout le monde. Alors, j'ai hâte de voir quand la fumée blanche va sortir, qui va être... qui va rester. Qui va être élu. Tantôt, excuse-moi, je parlais de Kapanen et Hudson qui font cette équipe-là, visiblement. Tu as dit, moi, j'en ai 3. Est-ce que c'était Logan? C'est Mailloux, le troisième? OK. Ouais. Excuse-moi, Marc-Antoine. Ben, tu disais qu'est-ce que vous avez retenu, sinon, de l'entretien avec Kent Hughes. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais j'ai comme l'impression que le Canadien a également appris à découvrir un peu la personnalité de David Reinbacher depuis son repêchage. Mm-hmm. Et qu'ils réalisent qu'ils ont affaire à un gars dont la personnalité a besoin d'être rassurée. Niveau de confiance qui est un petit peu plus fragile. C'est pas un gars qui arrive et qui va débarquer comme Slavkovski, comme Hudson ou encore Mailloux. Comme Mailloux, mais même Oliver Kapanen, ça a frappé Hughes de voir à quel point il est confiant. C'est un petit peu plus fragile dans le cas de Reinbacher. Puis je pense que c'est quelque chose qu'ils vont surveiller. Puis ça a été... Ça s'est exprimé le jour même de son repêchage dans l'espèce de ressac qu'on a constaté chez les amateurs qui, eux, voulaient à tout prix que le Canadien repêche Matvei Michkov. Ça a peut-être créé une petite cicatrice de ce côté-là. Saison difficile ensuite en Suisse pour Reinbacher. Alors là, le camp d'entraînement qu'il nous a montré, Reinbacher, il dit on a vu le bon et le moins bon de Reinbacher, puis le moins bon est relié des fois, c'est ça, à un certain... à une vulnérabilité. Au niveau de la confiance. Alors, je pense qu'il va y avoir du travail qui va être fait à ce niveau-là pour pouvoir essayer de mousser sa confiance puis de faire en sorte que il soit l'arbre pousse droit en quelque sorte. Mais je trouve ça intéressant parce que quand on repêche un joueur, il y a des tests psychologiques qui sont envoyés aux espoirs avant le repêchage où ils répondent par écrit. Il y a des rencontres au Combine où le psychologue de l'équipe est là également. Puis on essaie de se faire une tête. On suit les principaux espoirs durant toute l'année puis on essaie de comprendre... entre autres, quel est leur niveau de confiance sur la glace, qu'est-ce qu'ils dégagent, etc. Mais c'est pas toujours quelque chose qui est perceptible si tu côtoies quelqu'un de manière très, très limitée. Alors là, c'est à l'usage, au fil de la dernière année, qu'ils font « Ah, OK, il est ce genre de gars-là et on va devoir le gérer en conséquence. » À la question de l'animal, Reinbacher avait répondu... Je n'ai pas trouvé d'animal. Compléter la boutade. Mais ça, Kent a raconté une anecdote que j'ai trouvée très révélatrice sur le genre de discussion que les dirigeants de l'équipe avaient à propos de Reinbacher. Il nous a raconté que la veille de notre entretien, il avait soupé avec Martin Saint-Louis et que Martin Saint-Louis lui avait dit écoute, à ces 2 premières années, j'ai joué avec Victor Hedman et à ces 2 premières années, par la confiance qu'il avait ou qu'il dégageait, j'aurais jamais pu prédire qu'elle allait devenir le défenseur dominant qu'il est devenu. Mais ça veut dire qu'il discutait du fait que Reinbacher prenait pas la place peut-être qu'il s'attendait de le voir prendre ou qu'il affichait pas le niveau de confiance
nécessaire pour prendre une place dans la Ligue nationale. Alors, ça va être intéressant de le suivre. Et qu'il marche dans les traces de Victor Edman, c'est ça le. Oui, mais ça c'est pareil. Ça serait très, ça très serait bon. pas pire, ouais. Et moi, j'espère juste qu'il lui arrivera pas le même genre de truc qui est arrivé, pour ceux qui connaissent moins l'histoire du Canadien, en 1980, si ma mémoire est bonne, le repêchage. Le Canadien a repêché Doug Wickenheiser au premier rang, puis il y avait l'option de sélectionner Denis Savard. Et premier match disputé au Forum, le Canadien affronte les Blackhawks de Chicago. Et Wickenheiser, personnalité effacée aussi, un peu, pas flamboyant. Et le Canadien laisse Wickenheiser dans les gradins. Et Savard a complètement torpillé la défense, a connu une soirée incroyable. Et là, la trame narrative est partie. Ouais. Et là, ça, c'est... Le jeune joueur se le fait mettre d'en face. Le vent tourne auprès des partisans. Et là, Reinbacher va soigner son genou pendant que probablement Michkov à Philadelphie va peut-être faire des étincelles. Il va... mais t'as discours, raison. C'est sûr. La trame ambiante va peut-être changer aussi. La graine est déjà semée là, de cette opposition-là entre les deux. Donc, et là, Reinbacher, ça ne pourra pas se faire justice. On va souhaiter une mauvaise saison à Michigan. Mais de toute manière, dans le style de joueur qu'il est, c'est des pommes et des oranges. Il y a ça qui il va l'aide. avoir de la difficulté à se faire justice. Il faudrait que... Il va faire moins de points dans la Ligue nationale. Ben que oui, Matvei évidemment. Michkov, on s'entend. Fait que c'est pas la même chose. Ça va prendre 10 ans. Là, est-ce que tu vas chercher un gars qui, finalement, s'avère un joueur qui peut jouer sur un premier trio ou du moins, malgré toutes ses lacunes, est électrisant? Est-ce que tu vas chercher ce type de profil-là ou bien tu vas chercher un gars qui peut... Mettons, je sais pas, je lance une comparaison comme ça, Brett Pesce, qui devient un défenseur vétéran hyper stable qui gagne une pierre d'assise 5 ou 6 millions par année. Tu compares des choses qui sont complètement différentes. Alors, je pense que pour les amateurs qui ont soif d'offensive, soif de spectacle, puis qui sont arrêtés sur le fait que le Canadien devait absolument repêcher Michkov, c'est sûr que je m'attends à ce qu'il s'en donne à cœur joie durant toute la saison. Wickenheiser, Savard, c'était 2 attaquants. Kotkaniemi, Tkachuk, plus récemment, c'était 2 attaquants. Là, c'est ça. Là, c'est pas la même chose. Et peut-être que Ivan Demidov pourra effacer tout ça l'an prochain. Enfin. Ivan ou Ivan? Va falloir régler ça. Ivan, OK. Bon, c'est assez. Enfin, je sais pas. Arber Xhekaj? Jack, il veut qu'on parle de Arber Xhekaj. On en parlera après le balado. Je sais pas. Écoute, Arber Xhekaj... Marc-Antoine dit quelque chose sur Arber Xhekaj. OK, il est grand. Il a quand même fait parler de lui beaucoup, là, à défaut que nous, on lui parle. Oui, c'est ça. Il a quand même fait parler de lui abondamment. Je suis certain que ses coéquipiers sont très contents du fait qu'il est allé défendre ses coéquipiers. Lui, il a fait reconnaître sa vraie nature de gars qui, finalement, est intimidant et qui sert de justicier au sein de cette équipe-là, pour le meilleur et pour le pire. Mais, tu sais, je lui ai parlé la semaine dernière, puis il avait dit, moi, j'aimerais ça... Je sais que j'ai cette carte de visite-là, mais je veux pouvoir démontrer durant le camp d'entraînement qu'au plan défensif, je me suis amélioré, que j'évite de faire le pas de trop qui fait en sorte que je me commets exagérément en coin de patinoire ou quand les montées adverses arrivent vers nous, là, quand le rush arrive en zone du Canadien. Il voulait également améliorer ses lectures du jeu, pouvoir lever la tête, prendre l'information, puis faire OK, les opposants sont là, mes coéquipiers sont là, puis prendre de meilleures décisions de cette manière-là. Puis j'ai pas trouvé dans les matchs, dans les minutes qu'il a joué. Du vestiaire, c'est ça. Il n'a pas connu un camp d'entraînement transcendant à ce niveau-là. Et je pense qu'il a beaucoup de lucidité à l'égard du fait que ce ne sont pas ses atouts offensifs à développer, le fait qu'il y a un bon lancer, qu'il y a quand même une bonne mobilité. Je pense pas que ce sont ces atouts-là qui doivent être sa facette secondaire après sa robustesse, c'est de développer son créneau défensif. C'est ça qui va lui assurer un poste dans la Ligue nationale de manière régulière. Puis à ce niveau-là, c'est encore un work in progress. Alors, moi, c'est pas
je pense que Jayden Struble a démontré beaucoup plus de régularité, beaucoup plus de fiabilité dans les 3 zones par rapport à Jacky durant ce camp d'entraînement-là. Alors, c'est sûr qu'on peut, à l'extérieur de Montréal, que ce soit à Toronto ou à Ottawa, on grimpe un peu dans les rideaux pour les gestes qu'il a posés en venant à la défense de ses coéquipiers. Il n'a pas été sanctionné par la Ligue nationale dans les 2 cas, mais je me mets à la place de Martin Saint-Louis, puis tu dis, OK, dans un des 2 cas, il a attrapé un 5 minutes de pénalité au cours duquel les Sénateurs d'Ottawa ont marqué 3 buts en l'espace de 5 minutes en supériorité numérique. Dans un match de la saison régulière, ça ferait basculer un match, tu perdrais un match à cause de ça. Le match précédent, il s'est fait sortir du match après que David Randbacker soit déjà tombé au combat, ce qui fait que le Canadien s'est retrouvé à 4 défenseurs durant la majorité du match. Fait que, tu sais, c'est pas... il ne place pas non plus ses coéquipiers dans une position facile, mais à tout prendre, l'impression que j'ai eue en parlant à ses coéquipiers, c'est qu'eux, ils endossaient tout à fait le fait qu'ils soient venus à la défense de ses coéquipiers. C'est une équipe qui veut se serrer les coudes davantage cette année. Puis, écoute, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais je pense que dans la façon dont le Canadien voit les choses, ça en fait partie. Le genre de travail que fait Jacky, on s'entend, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, puis jamais les coéquipiers vont lancer sous l'autobus un coéquipier qui fait ce travail-là. Moi, j'ai une position ambiguë par rapport à ça. Je pense que Jacky, avec l'expérience qu'il commence à avoir dans la Ligue nationale, devrait mieux gérer ces situations-là quand ça arrive. Il faut que tu choisisses quand même si c'est extrêmement frustrant, qu'est-ce qui vient d'arriver, puis ça vient te chercher au trip. Il faut que tu sois capable de choisir le moment et de bien le faire. Et c'était l'année passée, souvent, il y a copette de pénalités. C'est un gars qui joue sans compromis, mais il va falloir qu'il réussisse à les trouver parce qu'à un moment donné, son entraîneur va perdre confiance en lui. Dans des situations où ça va être corsé, il va le clouer au banc pour pas que ça parte dans une mauvaise direction. Alors, et j'espère qu'il ne va pas se nuire. C'est rare les joueurs qui sont capables de faire ce que Jacky fait, puis il est capable de jouer mieux que ça, mais je pense qu'il est capable de mieux gérer ça. Ouais. Et de l'autre côté, le Canadien n'est pas très respecté par les autres formations. Il y a souvent des équipes qui ne se gênent pas pour brasser quand ils viennent jouer à Montréal. Le Canadien a de la difficulté à gagner sur sa patinoire parce que l'équipe n'est pas très à point non plus, mais parce que c'est une équipe qui porte flanc à ça. Alors, est-ce que c'est mieux que Jacky passe des messages très forts en calendrier pré-saison ou qu'il fasse ça en saison? Tu parlais de timing. J'ai le temps de perdre des matchs. Non, mais c'est vrai. Oui, mais tu sais, ça coûte rien. Il n'y a pas de points de classement qui sont en jeu. Et l'intimidation, il faut que c'est un travail qui doit se faire en amont. Non, mais c'est vrai. C'est pas quand tu arrives dans un match important qu'un de tes meilleurs joueurs qui se fait arracher la tête. Il est trop tard. Il est trop tard. Alors, si tu montres que... Si vous abusez de nos meilleurs joueurs, on va répliquer sur vos meilleurs joueurs tout de suite à un moment donné. Moi, j'ai déjà vécu ça, mais au baseball, j'étais un lanceur combatif qui n'hésitait pas à atteindre des frappeurs des fois ou à lancer à l'intérieur. Puis les meilleurs joueurs de mon équipe venaient me voir et disaient « Hey, arrête parce qu'on va se faire lancer dessus, nous autres aussi. » Et ça, quand un gars fait des folies comme ça sur les joueurs adverses et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui réplique de la même façon, les gars dans l'autre vestiaire, ils disent à leurs coéquipiers aussi, arrête de faire des niaiseries. Fait que il marche sur une ligne très, très fine, Jacky. Alors, mais comme ça s'est passé en match pré-saison... Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de réelles conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Le message, ça a été diffusé partout dans la Ligue nationale. Là. À Toronto, une petite place où ils ne parlent pas beaucoup de hockey. Non, c'est ça. Ouais. C'est pas un... Non. C'est pas un marché. C'est pas un marché traditionnel. Non. Mais tu parles de fine ligne. On parle de Jacky, mais toute l'équipe, quand on regarde le comportement, là, si on se réfère au dernier match face aux Sénateurs d'Ottawa, mardi, où, il y a Ridley Gregg qui frappe de façon très douteuse Kirby Dach. Je pense qu'il y a eu une crainte que Kirby Dach se blesse. Puis quand tu disais, est-ce que le Canadien est tanné de voir des joueurs d'impact être blessés au tout début de saison? Je pense qu'il y avait un peu de ça dans la façon dont ils ont réagi. Mais Jayden Struble a dit après le match, il dit on a été plusieurs à aller voir Ridley Gregg puis à l'inviter à danser, puis il refusait systématiquement. Puis ça a mené
au fait que Jacky lui a dit ben ça va être œil pour œil, dent pour dent, finalement. Puis il est allé riposter face à un des meilleurs joueurs des Sénateurs, Tim Stützle. Sauf que... Et Strobel l'assumait parfaitement. Hein. Tout à fait. Il a été remettre la monnaie de leur pièce, puis c'est bien correct. On est tous d'accord avec ça. Sauf que la ligne qui est fine ici, au plan de l'équipe, c'est que oui, tu veux te serrer les coudes, puis avoir une robustesse solidaire du team toughness. La meute. Mais en même temps, est-ce que c'est une bonne chose que l'équipe se laisse déconcentrer par un événement, un jeu qui se passe dans le match, puis qu'à un moment donné, ça devienne une obsession, ça devient la préoccupation principale sur la glace? Évidemment que la réponse, c'est non. Alors, je pense qu'il y a la fine ligne. Il faut que il y a un travail à faire pour garder toute l'équipe se concentrer sur l'objectif de la rencontre, puis suffisamment discipliné pour dire, ben là, on se mettra pas simplement à courir après Greg, puis à dire, ben là, venger notre coéquipier devient le mandat numéro 1, mais on l'a senti tout de suite dans le Centre Bell, puis ça a été jusqu'à la fin du match. Le potentiel de niaiserie dans ce match-là était très, très fort à partir du moment où Greg a frappé Doc. Et je pense que le Canadien doit s'assurer qu'il garde son sang-froid et évite de se laisser emporter par ses émotions. Puis quand ils sont retraités au vestiaire après la première période, ils bouillaient. Et après le match, ça bouillait encore. Bon, ben Jack, t'avais raison. C'était une bonne idée de parler de Jack. On en parlera après le balado, Jack. On va continuer d'en parler. Maintenant, mets-nous donc la toune de la question du public, s'il te plaît. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. Oh, que ça, c'était bon. C'est le début de la saison. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, parce que bon, c'est le camp des nouveaux, des recrues, des nouveaux joueurs. On a demandé donc qui sera la recrue de l'année dans la LNH. Oh. Alors, quelques suggestions. Sur le book, Alex dit Logan Stankoven. Vous pouvez réagir ou pas, ou réagir à la fin. Claude dit Celebrini, mais Hudson sera dans la course. Sinon, on a Kevin qui dit on peut-tu attendre que la saison commence? Ben non, mais la saison commence. Puis c'est ça une prédiction aussi, il faut attendre. D'habitude, c'est pas a posteriori. C'est ça. Ce serait moi, mes prédictions. Mais on connaît des gens qui font ça, les repêchages 3 ans plus tard. Puis souvent, leur repêchage est meilleur que celui. Quand j'étais petit à la presse, souvent. Quand j'étais petit, je lisais le tabloïd des sports de la presse, puis il y avait Monsieur Bitt. Ouais. Qui, lui, était comme un espèce d'informaticien qui avait lancé justement les trucs de probabilité, etc. Puis il faisait ses prédictions, mettons... au mois de mars. Oui, des prédictions au mois de mars, ou encore, dans une série 4-7, le Canadien menait 3-1, puis sa prédiction, c'est que le Canadien allait l'emporter. C'est comme, merci, chef. Il ne donnait même pas le nombre de matchs. Non, ils vont gagner. En combien? Ben, ils vont gagner. Sur Twitter... Il y a il y a une belle cuvée éligible cette année, mais je vais être super partisane en disant Lane Hudson. Je pensais qu'il y aurait plus de Lane, mais il y en a un peu. Là, mais... Il y avait pas mal de Stankoven, me semble. Oui, Stankoven, je pense que c'est le nom qui revient le plus là, dans les extraits choisis. Mais toujours sur Twitter, 77 nous a fait une liste. Cutter Gauthier, numéro 1. Logan Stankoven, numéro 2. Hudson, numéro 3. Mishkov, numéro 4. Rutger McGroarty, numéro 5. Sinon, Stankoven, Kenneth, ça revient. Sur le Graham, Alexandre dit Celebrini. Lane Hudson dit Turbidou. Monstre de Chilla dit hors des sentiers battus, mais Connor Geeky, ça revient? Non, c'était Cutter Gauthier. Ça ne m'en prend pas plus pour me mêler. Mais Connor Geeky qui va jouer avec le Lightning de Tampa Bay qui a été suspendu là, mais encore là, c'est le temps, c'est le bon temps pour être suspendu. Mais effectivement, c'est hors des sentiers battus. Mishkov dit Gaudreau sur le Tube. Et sur le IN, il y a Arnaud van der Hagen de Montpellier, en France, qui dit Mishkov aussi. Mishkov. Est-ce que Mishkov... nos auditeurs outre-mer se prononcent. Bien, on va conclure avec ça parce que tu as fait un appel lors du dernier épisode, puis j'ai des destinations pour toi.
Mais avant, réglons cette question des recrues. Est-ce que Michkov, Celebrini, est-ce que c'est ça le choc? Oui, je pense que Celebrini, à mon sens, Celebrini devrait être le favori. C'est sûr qu'il est mal entouré à San Jose, mais Connor Bedard était mal entouré à Chicago, puis il s'en est quand même assez bien tiré. Il est suffisamment bon, il est suffisamment dominant, je pense, pour tirer son équipe vers le haut. Michkov, je m'attends à ce qu'il fasse des points. Je m'attends à ce qu'il fasse des points, mais irrémédiablement, il va y avoir un moment dans la saison où John Tortorella va le laisser dans les estrades, puis il va vouloir lancer un message comme quoi il n'est pas responsable défensivement, puis ça va être une histoire à ce moment-là, puis je vois ça venir d'ici. En fin de compte, Michkov, à mon sens, va quand même être un finaliste pour le trophée Calder, mais j'aurais tendance à aller du côté de Celebrini. J'aime tous ceux qui ont mis Stankoven. C'est intéressant parce que c'est un gars qui a déjà... c'est encore une recrue, mais son expérience des séries éliminatoires, le fait aussi que c'est un gars qui a un certain millage dans la Ligue américaine, il est un petit peu plus vieux comme recrue et il va être très bien entouré. À mon sens, il va avoir un impact immédiat. C'est peut-être pas... Il n'y a peut-être pas le potentiel. C'est pas une pure recrue. 24 matchs de saison régulière, 19 matchs de série. La cravate. Non, mais ça respecte les ça respecte les créneaux. C'est ça. Il n'y a peut-être pas le haut potentiel de Celebrini ou Michkov, mais c'est sûr qu'on va entendre parler de lui. Grand fan du Canadien quand il était petit. Lui, il aurait aimé ça, se faire repêcher par les Canadiens. Logan Stankoven. Ah. Ben c'est la vie. Non, c'est ça, c'est la vie. Sur le tube, Charles dit Marc-Antoine Godin aurait dû gagner l'an dernier après une excellente première saison. Avec nous, évidemment. Parce que toi aussi, tu triches. Là. C'était pas ta première saison l'an passé. C'était ta première saison avec nous. J'étais un peu un Sergei Makarov là, à l'époque qui était recru à 28 ans. un joueur autonome à qui il a fort prix. Ouais. C'est ça qui est ça. Je voulais vous demander, on a parlé de Jack Eye à la place, mais j'aurais voulu vous demander de quoi ou de qui est-ce qu'on n'a pas assez parlé pendant ce camp du Canadien? Mais vous n'êtes pas obligé de pas dire on a parlé de tout, Alex. On a couvert tous les bons sujets. On a pas mal on tout n'a rien couvert. échappé. Ouais. On aurait pu parler plus de Jayden Struble. Mais tu en as parlé un peu tantôt, Marc-Antoine. Ben lui, je pense que ça fait son affaire de passer un petit peu sous le radar. C'est ça, son puis truc. Finalement, on regarde à gauche, à droite, puis non, il arrive quand même à sortir du lot. C'est sûr qu'on n'a pas assez parlé de Yoel Armia et de Christian Dvorak, mais c'est leur nature. C'est normal. Eux autres aussi, ils préfèrent ça. Tu lançais, Martin, la semaine passée, mardi, un appel qu'on avait déjà lancé. C'était quoi, saison 4? 3, 4? Il y a quelques années. Il y a quelques années. Ça nous avait permis de bien garnir nos T-shirts. Oui. Toutes sortes de destinations. Des T-shirts, malheureusement, qui sont exclusifs. Il n'y en a que 3 dans le monde. Oui. Sont-ils sérigraphiés? Je vais en faire d'autres. Je pense pas. Mais on s'est fait faire des T-shirts. Martin, c'est Martin qui nous avait fait des T-shirts. Alex et moi, on en a un. On avait fait un peu comme des T-shirts de tournée de groupe rock. Là. Alors, il y avait les villes où on est écouté. D'où les gens nous écoutaient. On se trouvait, c'était une bonne idée. Gascon nous a confié mardi qu'il ne rentrait plus dans le sien. Alors, ça prend une nouvelle mouture. On relance l'invitation. Continuez de nous écrire. Les gens des réseaux sociaux adorent ça, d'ailleurs. Et on a eu quelques réponses. Beaucoup de gens qui nous... évidemment, du Québec, d'Abitibi, Montréal-Nord, qu'est-ce que j'ai? J'ai vu Saint-Calix, de Drummondville, Waterloo, mais beaucoup de gens de la France, Nice. Tu disais, Arnaud nous écoute, qu'on le salue d'ailleurs. Arnaud de Montpellier. De Montpellier. Alors, un boulanger de Montpellier qui nous a écrit, écoutez, fidèle auditeur du balado, je réponds et j'en profite pour répondre à l'appel, lancer la question du public et tout ça. Et ça défie mon imagination à chaque fois quand il y a des gens qui sont... Il y a des Québécois expatriés, je comprends qu'ils sont fans de hockey, mais que des gens qui vivent ailleurs comme ça, qui ont d'autres occupations, qui baignent pas comme ça dans le milieu du hockey, prennent le temps de nous écouter. Je trouve ça fascinant et c'est vraiment le fun de savoir ça. Cela dit, la France, prochain gros bastion, tu as chroniqué là-dessus avec les boxers. Les boxers ou les boxers? Les boxers. De Bordeaux. Oui. Allez lire, d'ailleurs. C'est la bande de Sport Scene avec Patrick Roy puis Jacques Tanguay qui ont pris une participation très intéressante. Puis non, mais c'est vrai que c'est peut-être un marché qui va se développer là-bas. Ben, ça va. Les Jeux olympiques d'hiver en 2030 vont être disputés là. Il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits dans le sport d'hiver. Et on a vu comment les Français ont
ont eu du succès, à quel point ils ont eu du succès aux Jeux d'été, mais il y avait beaucoup d'investissements qui avaient été faits par le gouvernement français. Alors, ça va être la même chose. Et comme le hockey, la discipline reine, avec le patinage artistique. Prends ça, ski alpin! C'est un tournoi qui est très suivi à travers le monde. Il y a sans doute des investissements importants qui vont être faits. Il y a Étienne Boulay aussi qui a acheté l'équipe de Nice. Ah oui, je savais pas ça. Ouais. Alors, il y a des Québécois qui commencent à se positionner. Comme un parfum d'opportunité là, dans l'air. OK. Bon, ben c'est ça qui est ça. Ah oui, cliquez. Hein, aimez, abonnez-vous, cliquez quand vous êtes là. Puis envoyez-nous vos destinations. D'où est-ce que vous écoutez Tellement Hockey? On va continuer de les colliger et on fera un vrai tour d'horizon là, des contrées les plus exotiques. Où est-ce que les voix de Marc-Antoine... Ça nous prendrait une carte du monde, puis on met des petits poinçons là, partout. Là, puis là, ça va faire de même. Ouais, où les voix de Marc-Antoine Godin, Martin Leclerc, Alexandre Gascon résonnent. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment. Quand on va se revoir vendredi prochain, la saison va être commencée. Je sais. Ben, la saison du Canadien, là, la vraie, c'est... On va voir. Devils savent aujourd'hui, mais ça... Mais c'est ça. Non, mais c'était quand même ton intro, là. Tu disais la saison commence aujourd'hui, fait que là, on l'a dit. C'est fait. Oui, c'est ça. C'est coché. Merci Marc-Antoine. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur sportif principal au sport. Hein, ça a de l'allure. Ça semble être moi. Et nous, quand on va se revoir mardi, on va être à quelques heures du début de la saison du Canadien. Merci infiniment. Merci à Jacques-Alexis Bernardin, le réalisateur de Tellement Hockey. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.